C'est parti pour ce bilan des films de l'année 2024. Donc j'en ai vu 148 au total, ce qui fait déjà 28 de plus que l'année précédente. Et j'ai fait une moyenne qui est de 5,7 sur 10. Je pense que c'est plutôt correct, c'est-à-dire qu'on est plus proche du 6 sur 10 que du 5 sur 10. Donc je pense que globalement c'est plutôt pas dégueu quoi, comme moyenne. Sur ces 148 films, il y en a 10 que j'ai vus sur des plateformes streaming, le reste au cinéma. Donc sur les plateformes, il y avait je crois un film Apple TV, 2 de Prime Video et le reste, à savoir 7 sur Netflix. Et là aussi j'ai fait une moyenne pour comparer la différence entre les films moyens au cinéma et les films plateforme, et je suis arrivé à 5 sur 10. C'est moins bien quasiment de 1 point. Et en plus de ça, il faut savoir que donc là sur les 10 films, la plus mauvaise note était à la plateforme 2, je crois que j'avais mis 2 sur 10, et le Cercle des Neiges où j'avais mis 8 sur 10. On peut pas trop comparer les deux moyennes dans le sens où j'ai vu que 10 films plateforme, et en plus je l'ai choisi. Parce que voilà, comme on constate, je vois pas beaucoup de films sur les plateformes, parce que généralement je sais que la qualité est moindre, donc je fais quand même attention à ce que je regarde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une différence entre les films qui sortent au cinéma et les films plateforme qui sont généralement moins bien. J'ai fait des petites stats parce que j'aime ça, et du coup j'ai calculé sur tous les films que j'ai vus à l'année le pourcentage de films qui n'avaient pas la moyenne. Donc c'est-à-dire que sur les 148 films, il y en a 31 qui ont eu en dessous de 5 sur 10, à savoir donc à peu près 21%, donc un film sur 5 n'avait pas la moyenne. Les films qui ont eu pile la moyenne, à savoir 5 sur 10, il y en a eu 17 sur 148, donc 11%, c'est à peu près un film sur 9. Et le reste, tous les films qui ont eu plus de la moyenne, c'était 100 films sur 148, soit 68%, donc environ 2 films sur 3. Donc là, en analysant les notes, on se rend compte que c'est plutôt pas mal, et je l'ai remarqué de toute façon pendant le film et au fur et à mesure que je faisais mes notes, même par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'extrêmes, de très très bons films et de très très mauvais films. Et là, les extrêmes sont plus rares, mais par contre, il y a une globale amélioration, je trouve, de la qualité des films. Et déjà, de voir que 2 films sur 3 ont plus de la moyenne, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, je choisis aussi des films, donc même s'il y en a des films, je sais qu'ils vont être nuls et que je vais quand même aller voir, la plupart des films, je vais aussi les voir parce que j'ai envie de les voir, donc parce que je pense aussi que je vais aimer. Par exemple, il y a beaucoup de films que je suis pas allé voir parce que je savais qu'ils allaient être nuls à chier. Donc en gros, pour les films de 2024, c'est comme si, voilà, sur 9 films, il y en a 6 qui avaient plus de la moyenne, 1 qui avait pile la moyenne, et 2 qui étaient en dessous. Donc c'est, je trouve, une bonne stat. Concernant les extrêmes en notes, alors la plus mauvaise note cette année a été attribuée à Emmanuel, avec 1 sur 10. C'était ex aequo aussi avec La Grâce, mais vraiment, voilà, lui, je l'ai considéré comme le plus mauvais film. Donc c'est quand même mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, je crois que j'avais mis un 0,5 sur 10, ou même un 0 sur 10. Et la meilleure note, je l'ai attribuée à The Substance, qui était de 8,5. C'est le seul de l'année à qui j'ai mis 8,5. Là, c'est pareil, il faut noter donc que l'année dernière, j'avais mis des notes à 9 sur 10, je crois. Donc comme j'avais dit, voilà, par rapport à l'année dernière, les notes extrêmes ont diminué. Ça, et ensuite, ça, c'est le graphique qui montre en fait le nombre de films que j'ai mis en fonction des notes. Dans les abscisses, on a les notes de 1 à 8,5, et les colonnes représentent le nombre de films avec ces notes-là. Et on voit donc clairement qu'il y a une grosse majorité de films qui ont eu entre 5 et 8 sur 10, donc c'est plutôt pas mal, avec une énorme majorité pour les notes de 6 à 7 sur 10, ce qui est tout à fait correct. Dès qu'on va en dessous de la moyenne, il y a quand même beaucoup de films qui s'approchaient des 4 et 4,5, donc en soi, voilà, ça faisait pas beaucoup de films qui étaient vraiment nazes. Enfin, pour terminer ces analyses, le top là que j'ai fait, il ne correspond pas aux notes que j'ai mis. Alors, donc évidemment, il y en a qui se suivent, parce que bien sûr, un film à qui j'ai mis 3 sur 10 n'est pas devant un film où j'ai mis 8 sur 10. Mais voilà, à 1 ou 2 notes près, des fois, ça peut quand même varier, parce qu'en fait, quand j'ai fait des notes à des films, j'ai essayé d'être objectif. Et l'exemple parfait, c'est l'exemple des dessins animés. J'essaie de noter de manière objective, de me dire si c'est un bon film, je lui mets 7 sur 10. Mais je vais moins les apprécier que, je sais pas, un policier ou un drame, à qui j'ai pourtant mis une moins bonne note. Les notes, pour moi, représentent quelque chose de plus objectif, alors que là, mon top, c'est purement subjectif. C'est-à-dire, enfin, dans mes dernières analyses, d'abord pour le flop 10, il y a donc 2 films plateforme, et il y a également, on va dire, 2 blockbusters, quoi, des films à gros budget, ainsi qu'un film d'horreur et un animé. Et pour le top, j'ai regardé les meilleurs films correspondant à 3 types de catégories, à savoir animation, horreur et comédie, parce que le reste, normalement, il peut se retrouver n'importe où dans le classement, c'est-à-dire les films d'auteur, les films de drame, les films policiers, les films de fantastique. Pour moi, ça, c'est plus ou moins le même niveau, alors que ce qui est animation, horreur et comédie, je le mets à part, dans le sens où généralement une comédie n'atteindra jamais la première place du classement, comme un film d'horreur et comme un film d'animation. Quoique, ça peut arriver. Donc, mon meilleur film d'horreur, le mieux classé, est potentiellement 4ème. Je dis potentiellement parce que le film que j'ai mis 4ème, je ne sais pas s'il est vraiment considéré comme un film d'horreur. Si on ne le compte pas, il y en a un autre qui est 11ème. Dans la meilleure comédie de l'année, le premier film arrive 12ème. Donc là aussi, il n'est pas dans le top 10, mais en tout cas, c'est une très bonne place. Et enfin, le meilleur film d'animation arrive quant à lui 28ème. Et comme je l'ai dit, pourtant, j'ai vraiment apprécié le film,
mais en termes de ressenti, tout ça, il y a quand même d'autres films qui sont passés devant. C'est parti pour mon flop 10, donc vraiment les 10 pires films de l'année. En numéro 10, Badland, un film Netflix, coréen je crois, où voilà, c'est un actionneur horrifique, absolument rien d'intéressant. En numéro 9, Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'était l'animé qui raconte une certaine histoire du lore du Seigneur des Anneaux. Bon, l'histoire, je l'ai pas trouvé hyper passionnante, mais surtout, je trouve que le scénario est vraiment bof, et le pire du pire, c'est la qualité de l'image. Et vu que c'est un film d'animation, c'est ce qui prime en premier. Il y avait, je crois, moins de 20 images par seconde, donc on voyait tout saccadé, c'était horrible. En numéro 8, Godzilla et Kong, une énième suite avec les deux titans. Bon, rien de plus à ajouter, c'était juste un nanar. Numéro 7, Amelia's Children, un film d'horreur. Je ne me souviens plus du tout du film actuellement, il faudrait revoir ma critique, mais je me souviens que je l'avais vraiment trouvé bof. En numéro 6, Kraven le chasseur, un film de super-héros. Vraiment, voilà, une daube, parce que c'est un film de super-héros Sony, donc comme tous les films Sony, généralement, c'est de la grosse merde. En numéro 5, My Sunshine, un film que j'ai vu récemment, un film japonais, je crois. Grosse déception, c'était lent, je me suis ennuyé, j'ai même pas compris le message du film, donc voilà. En numéro 4, Drive Away Dolls. Alors, la bande-annonce avait l'air cool, c'est annoncé un peu comme un film un peu punchy et tout, et en fait, de la belle grosse daube, avec vraiment de l'humour pipi-caca, quoi. Et là, le top 3 des flops, vraiment, c'est les films que j'ai subis le plus. En numéro 3, nous avons La Grâce. Alors, ça me fait de la peine de tailler un film comme ça, qui est un film un peu indépendant, d'auteur, je crois qu'il est russe, mais je suis désolé, c'était une torture. Vraiment, je sais plus combien de temps il dure le film, mais j'en pouvais plus. Il ne se passe rien. Le film raconte du vide. C'est horrible. En numéro 2, La Plateforme 2, donc le film Netflix, la suite de La Plateforme que j'avais bien aimé, je trouvais l'idée originale, mais voilà, en fait, quand on fait une idée originale dans un film, avec un concept fort, ça sert à rien de faire des suites. Et là, c'était l'exemple typique, quoi. Il y avait pas du tout de suite à faire, et le 2 le montre bien, par son côté inutilement à chier. Et enfin, le top 1, Emmanuel, évidemment, qui est donc un remake d'un vieux film culte. Là, pareil, voilà, en fait, c'est des gens, ils veulent faire des remakes de films connus, mais en fait... ça sert à rien, parce que ce qui marchait avant, il a buzzé le film avant, parce que il y avait les codes de la société de l'époque qui faisaient que ça a buzzé. Refaire le même film avec une mentalité de gens complètement différents, ça sert à rien. Ou alors faut aller encore plus à fond dans l'idée, et faut être en cohérence avec ta société. C'était sulfureux à l'époque, là maintenant ça n'a rien de sulfureux. Et vraiment le film, encore une fois, je parlais de La Grâce en 3ème position, où ça racontait le vide, là en fait ça ne raconte pas du vide, c'est du vide. Voilà, c'était le flop 10 2024. Passons maintenant au top 138. Jusqu'au bout du monde, Spaceman, Le Choix, Kung Fu Panda 4, Joker Folie à 2, Wicked, The First Omen, Les Cartes du Mal, Jury numéro 2, La Bête, Lee Miller, May December, La Divine, We Are Zombies, Comme un Prince, Limonov La Balade, Au Canada, Immaculé, Ricky Staniki, Memory, Carry On, Le Déluge, Sans un bruit jour 1, Hopeless, Ici et là-bas, Maxine, Les Intrus, Dîner à l'anglaise, Drone, Les Barbares, Les Cadeaux, The Crow et Sleep. Bon, pas grand chose à dire sur des films, c'est des films généralement auxquels j'ai pas mis la moyenne, ou alors vraiment juste la moyenne. Et donc par exemple, on prend Kung Fu Panda 4, il est vraiment en haut du top, mais je lui avais mis la moyenne pourtant, donc c'est pour dire que le film, objectivement, il était pas mauvais, mais moi, il ne m'a absolument pas marqué, pas intéressé, et donc c'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. Par exemple, il est juste derrière Joker Folie à 2, alors que Joker Folie à 2, je lui ai mis, je crois, 3,5 sur 10, alors que Kung Fu Panda 4, je lui ai mis 6 sur 10. Comme, voilà, c'est subjectif, et qu'au final, j'ai quand même préféré regarder une œuvre comme Joker Folie à 2 plutôt que Kung Fu Panda 4, il se retrouve derrière. Ensuite, on continue avec Megalopolis, Une affaire de principe, Creation of the Gods, Gladiator, Un silence, Imaginary, Conclave, Les graines du figuier sauvage, Première affaire, Vaiana 2, Mufasa, Venom, The Last Dance, Red One, Making of, Twisters, Ni chaîne ni maître, et Les Chambres Rouges. Alors là, dans le lot, il y en a que j'ai trouvé moyen sans plus, et d'autres qui avaient des plutôt bonnes notes, des notes correctes, qui allaient même jusqu'à 6 sur 10, mais qui m'ont moins marqué du coup que certains films. Il y a des films dedans où j'ai été, c'est même des déceptions, à savoir par exemple Les graines du figuier sauvage. J'en attendais beaucoup de ce film, et j'ai trouvé qu'il s'est perdu dans la longueur et dans l'histoire. Et par exemple Les Chambres Rouges aussi, j'en ai entendu, mais 100% du bien, vraiment que du top. Et le truc c'est que je l'ai loupé au cinéma, et donc je l'ai rattrapé en streaming, et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment diminuer la note, et même au-delà de la note, parce que je crois que j'ai mis 5 sur 10, mais c'est même le ressenti que j'en ai eu, c'est pour ça qu'il est si bas, parce que en fait je pense que j'en ai tellement entendu du bien, que quand je l'ai vu je me suis dit ouais, et parce que voilà, j'étais peut-être pas dans les conditions d'un cinéma. L'histoire est intéressante, sympa, mais alors peut-être que pour beaucoup ils connaissaient pas ces histoires de Chambre Rouge, mais vu que je connaissais ça, j'ai pas été plus choqué que ça, ou intrigué quoi, donc alors oui, il y a un côté intéressant sur
cette jeune femme, où on a un peu cette ambiguïté de se dire mais est-ce qu'elle est tarée et qu'en fait elle est pour le tueur, ou est-ce qu'en fait elle essaie d'enquêter contre? Il y a une ambiguïté là-dessus. Mais ouais, j'ai été déçu par rapport à l'attente que j'en avais. Ensuite, nous avons La planète des singes, Syntex, Argyle, Je ne me laisserai plus faire, Longlegs, Motherland, Les fantômes, La belle affaire, Vivant, Le fil, Mean Girls, Vice Versa 2, Beetlejuice, A Man, Gladiator 2, L'art d'être heureux, Survivre, Smile 2, Les femmes au balcon et Kinds of Kindness. On rentre vraiment dans les films avec plus ou moins d'originalité, de nouveautés dans l'histoire ou dans la façon de faire le film, avec des suites qui ont été aussi intéressantes. On retrouve des dessins animés que j'avais trouvé plutôt cool. Il y a dedans aussi quelques déceptions, à savoir par exemple Longlegs, où alors lui j'en attendais vraiment, je pensais qu'il allait être dans mon top 10 des films. Vraiment, il avait des promesses de dingue ce film, et je pense que c'est ma déception de l'année. La première scène du film est excellente. Quand j'étais au cinéma, je me suis dit, pouah, le film va être dingue, et malheureusement, il est pas du tout à la hauteur. Et aussi, autre petite déception, mais c'est pas vraiment une déception, j'en attendais pas grand chose, mais c'est Kinds of Kindness, qui voilà, avec le réalisateur et aussi tous les acteurs qu'il y a dedans, c'est sympa, mais c'est un peu trop perché, trop élitiste, c'est pas quelque chose qui me fascine. On continue avec Monkey Man, Le dernier des Juifs, Rosalie, La nuit se traîne, Dans la peau de Blanche Welbeck, Terrifier 3, Nosferatu, Sonic 3, Trap, Le robot sauvage, Les frères, To the Moon, Horizon, Un coup de dé, La vie de ma mère, Leurs enfants après eux, L'amour ouf, The Bike Riders, Love Lies Bleeding, Saltburn et La Vallée des Fous. On monte encore d'un cran dans la qualité des films. C'est vraiment des films que j'ai aimé voir, soit dans les histoires qui sont originales, je pense à Rosalie, je pense à Dans la peau de Blanche Welbeck, des films qui font plaisir à voir, où on s'amuse dans différents registres, genre Sonic 3, je trouve que pour une comédie plus ou moins pour enfants, elle est très très bien, et Terrifier 3 dans le genre gore slasher, moi voilà, je kiffe. Des films d'animation qui sont vraiment très beaux et très réussis, comme Le robot sauvage, et des films aussi à histoire intéressante, comme Trap de Shyamalan, même s'il est imparfait, je lui avais mis 6 sur 10, bah mine de rien, quand tu vois un film comme ça dans l'année, je suis désolé, ça change de énormément de films qu'on nous propose, donc rien que pour ça c'est bien. Et je pense enfin aux derniers films là, les films français, L'amour ouf et Leurs enfants après eux, qui sont un peu dans le même style, et j'aime bien cette patte de film un peu français dramatique. On continue avec Flo, Tatami, Santosh, Alien Romulus, Comme un lundi, Wolves, Une part manquante, et Plus si affinité, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, Nous les Leroy, Le Comte de Monte Cristo, Jeu intérieur, Poor Things, et un petit truc en plus. C'est clairement des bons films. Tout simplement, à partir de là, je pense que vous pouvez commencer à rattraper la liste des films. C'est juste agréable à voir, que ce soit des films d'animation comme Flow, qui sont vraiment une belle histoire, des films plus engagés comme Tatami, un film iranien, ou Santosh, qui est je crois un film indien. On a des films d'horreur classiques, Alien, qui malgré ses défauts, reste un bon divertissement à voir. Aussi des films étrangers comme un lundi, qui reprend l'idée du jour sans fin, mais sauf que là c'est dans un bureau de travail avec des japonais, donc c'est toujours sympa à voir. Des films de plateforme avec George Clooney et Brad Pitt dans Wolves, qui sont cool à regarder. Film québécois avec Vampire humaniste, qui est original, l'histoire d'un vampire qui ne veut pas tuer et qui du coup trouve des humains suicidaires. Plus si affinité, il a pas fait beaucoup de bruit, mais j'ai trouvé aussi que c'était original. Nous les Leroy, qui est une comédie, on pourrait croire comme une autre, mais qui est extrêmement bien écrite, et je trouve qu'elle vraiment, elle fait réaliste, et elle est vraiment très sympa. Monte Cristo, qui est le succès, je crois, français de l'année, donc voilà, bravo de tenter des films de cette envergure, et c'est bien que ça marche. Il y a aussi la comédie, même au-delà de Monte Cristo, le film français qui a le plus marché, c'est Un petit truc en plus, donc bien sûr, et un film Netflix, Jeu intérieur, qui ne mange pas de pain, mais qui a vraiment une idée originale, et je trouve qui est cool, et même au-delà de ce film, il y a vraiment beaucoup à faire sur cette idée-là, donc rien que pour l'idée originale, j'ai aimé. Ensuite, nous rentrons dans le top 33, avec des films que j'ai vraiment appréciés comme ça à regarder, même si, objectivement, ils avaient une moins meilleure qualité au niveau de l'histoire, du scénario, ou même de la mise en scène et compagnie, que d'autres films avant. Speak No Evil, Furiosa, The Fall Guy, Deadpool et Wolverine, Godzilla Minus One, Transformers le commencement, Abigail, Dali, le successeur, Who the Fuck is Leroy, Anora, Pas de vague, Amal, un esprit libre, et en 20ème position, La salle des profs. Donc comme j'ai dit, voilà, il y a des films de blockbuster, ça reste du blockbuster, mais c'était un plaisir à regarder. Speak No Evil, j'ai vraiment adoré l'histoire, et vraiment c'était très prenant. J'avais regardé en parallèle le film originel, parce que ça c'est un remake, et les deux se complètent, je trouve, et vraiment c'est un très bon film. Un film sur Godzilla, mais pas fait par des Américains, c'est beaucoup mieux. Il suffit de voir Godzilla contre Kong, que j'ai mis dans mon flop 10, alors que celui-ci est 29ème. Mon film d'animation préféré de l'année, c'est donc Transformers le commencement,
28e, qui est donc un très bon film qui dépasse largement les Transformers de Michael Bay et compagnie, hein. Mais ça n'atteint pas le niveau des animés Spider-Man. Ensuite on avait Abigail, un film d'horreur qui était original, je ne m'attendais pas trop à ça dans l'histoire et je l'ai trouvé intéressant, avec un petit ton comique, humoristique on va dire par certains moments, donc j'ai apprécié. Dali, film de Dupieux, hein, complètement fou que je vous invite à regarder. Le successeur, je crois que c'était un film québécois, c'est dommage parce que je ne me souviens plus de la fin du film, mais je sais que c'était très bien. En fait, il y a plusieurs twists dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne t'attends pas du tout à ce que le film va raconter ça. Donc voilà, original. Who the fuck is Laroi? Pareil, il est passé inaperçu ce film, mais vraiment, ça fait partie des films qu'on aime apprécier, qui ne sont pas connus de beaucoup. Et je trouve qu'il en fait partie parce que vraiment, j'ai passé un beau moment devant ce film. Un aura, qui va certainement avoir des prix, hein, qui a été encensé par la critique, très beau film. Et enfin, les 3 derniers films, ce sont des films d'école, hein, où à chaque fois on suit des professeurs. Je crois qu'il y en a un c'est en France, l'autre je crois que c'est en Belgique, et la dernière il me semble que c'est en Allemagne. Et les 3 films racontent plus ou moins la même chose, à savoir la déliquescence du milieu éducatif en Europe, avec la montée, généralement là c'est la montée de l'insécurité, de l'islamisme aussi, parce qu'il me semble que les 3 parlent plus ou moins de la même chose, dans le milieu scolaire. C'est des films coup de poing, c'est angoissant de fou, et ça fait peur, donc voilà, c'est des films qui font réfléchir. En plus d'être bien sur le plan de la forme, quoi, de la qualité du film, je les ai trouvés bien. Donc ensuite dans le top, 20 avec la salle des professeurs dont j'ai déjà parlé, il y a donc 3 amis, The Apprentice, Heureux Gagnant, Borderline, Challengers, Blink Twice, le deuxième acte, L'Empire et Hérétique. Alors là, vraiment, c'est de très bons films. Et c'est plutôt varié dans la liste, là, je vois. D'abord, 3 amis, un film français. Alors, c'est classé dans des comédies dramatiques, mais bon, c'est ni forcément drôle, ni forcément dramatique. Mais je trouve que le jeu des 3 actrices est vraiment très bien. Et aussi, les histoires. C'est des histoires qui peuvent toucher tout le monde, qui sont, je trouve, assez justes dans leurs propos. Donc voilà, vraiment. Et puis, comme je dis, c'est très bien joué. The Apprentice, je ne m'attendais absolument pas à une qualité pareille. Vraiment, je me suis dit, oh putain, un film sur Trump quelques mois avant son élection. Je pensais vraiment pas que ça allait être ça, et vraiment top, quoi. L'acteur principal qui joue Trump, il le joue très bien, et surtout, j'ai plus le nom de l'acteur, mais de celui qui joue son avocat, d'apprendre cette relation qui existait entre les deux, comment Trump s'est fait grâce à ce mec. Enfin, vraiment, le film est intéressant et super bien joué. En fait, je pense que il doit faire partie d'une des surprises de l'année. J'aurais jamais cru que ce film atteindrait la 18e place du classement. Heureux Gagnant, c'est la 2e comédie de l'année. Vraiment top. En règle générale, j'aime les films à sketch, pas tous, surtout quand ça part dans les comédies, parce qu'il y a des films, par exemple Kinds of Kindness, voilà, c'était un peu trop perché. Là, Heureux Gagnant, voilà, je crois qu'il y a 4 histoires dans le film, où on suit donc plusieurs personnages qui à chaque fois gagnent au loto. C'est de l'humour noir, donc de toute façon c'est tout ce que j'adore. Les histoires sont rigolotes, hein, les 4 histoires sont vraiment sympas, il y en a pas une qui est chiante à regarder. C'est à chaque fois vraiment des situations différentes et elles finissent toutes mal. Et donc ouais, vraiment je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu. Borderline, pareil, surprise, je suis même pas sûr d'avoir vu la bande-annonce, je ne connaissais pas du tout ce film, je suis allé le voir comme ça, et vraiment une pépite. Ça racontait l'histoire d'un couple hispanophone, peut-être espagnol, qui se font contrôler à un aéroport, et le film va vraiment raconter ça, tout leur interrogatoire, et ça monte crescendo dans le suspense, quoi, dans la tension, et c'est vraiment top, quoi. Les films à thème, qui ont un thème fort comme ça, genre là c'est voilà, un interrogatoire, un huis clos pendant tout le film, généralement j'aime bien. Et vraiment, ce film, il tombe juste impeccable. Challengers, pareil, je n'en attendais pas grand-chose en voyant la bande-annonce. Ça faisait très film bling-bling avec Zendaya, qui est populaire en ce moment, et tout ça. Les 2 autres acteurs que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ouais, ça va être un film un peu kitsch, un peu bof. Et pareil, très agréablement surpris. L'histoire même de 3 joueurs de tennis, avec une sorte de triangle amoureux, et de rivalité, on va dire, dans la performance au sens large, accompagnée d'une musique omniprésente dans le film, c'est la musique avec un film derrière. Je ne dénigre pas le film en disant ça, hein, mais vraiment elle est hyper présente, elle est très forte, et j'ai remarqué, de toute façon ça va revenir dans le top, je suis plus attiré par la musique que l'image dans un film. Si vraiment la musique est exceptionnelle, bien amenée au bon moment, si le taf musical est fait dans un film, il y a de grandes chances que le film emporte. Et là c'est le cas de Challengers. En plus, je trouve que vraiment l'histoire elle est bien regardée, elle est intéressante, les acteurs jouent bien, je trouve qu'il y a même des mises en scène dans les... Vraiment le film est impeccable, et c'est surtout la musique, quoi. La musique, elle est folle dans le film, elle te met toujours une ambiance de fou, elle te transporte, donc ouais, vraiment, après des émotions en tant que telles, vous allez pas en sortir bouleversé ou quoi, mais je trouve, mine de rien, que c'est un très bon film. Ensuite, Blink Twice, un film un peu ovni aussi, dans sa façon de faire, très original dans l'histoire, hein. Je crois pas que j'avais vu un film similaire. Le film est vraiment très bien fait, l'image est très belle, la réalisation, vraiment comment c'est tourné, il est beau, ce film est beau, et en plus de ça, avec une histoire que je trouve originale,
même si j'étais un peu déçu sur la fin. Le film est vraiment très très bien, c'est un des films de 2024 qu'il faut voir. 13e place, le deuxième acte de Quentin Dupieux. Dupieux en 12e position de ce classement. De toute façon, j'aime en général le travail de Quentin Dupieux, c'est un réalisateur ovni à part. Il y a des réalisateurs comme ça qui sortent du lot, bah ce mec clairement en fait partie. Et je pense que c'est le seul réalisateur au monde à pondre des films comme ça, donc voilà, rien que déjà pour ça c'est une exception et c'est à souligner. Et je trouve qu'en plus ces films sont de bonne qualité, et ils sont même de mieux en mieux. Et là, le deuxième acte, je crois que ouais, il fait partie de mes films préférés de Dupieux, hein. Avec, j'avais vraiment aimé Reality et Mandibule. Les jeux d'acteurs sont incroyables, il y a plusieurs plans séquences dans ce film qui sont folles. En plus, je crois qu'il ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, donc les acteurs font un vrai travail d'acting. Et donc, ouais, bah, l'histoire, même pas la peine de la pitcher, tellement c'est incompréhensible et loufoque, mais je vous invite à le regarder si vous l'avez pas vu. En 12e place, la comédie de l'année. L'Empire. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, hein, ça a pas du tout dépassé un petit truc en plus, ou les comédies de Christian Clavier, mais pourtant, ce film est incroyable. J'ai conscience que... Et pourtant, j'en fais partie de base, des gens qui n'aiment pas les choses louches, bizarres, qui sont pas logiques. Et ce film est bourré de trucs comme ça. C'est un film ovni. Il suffit de voir la tête de Lucchini sur l'affiche pour comprendre que c'est un film ovni. Les personnages sont bizarres, le monde est bizarre, l'histoire est bizarre, il y a rien qui va dans ce film, et pourtant, il est très très bien fait. Il est pas numéro 1 des comédies pour son humour, il est numéro 1 parce qu'il est unique. Il est unique et j'ai apprécié voir le film, hein, je l'ai trouvé bien. Vraiment, si vous avez envie de tenter une expérience, regardez-le quoi. Et enfin, 11e, Hérétique. Celui-là, en tout cas, qui est certainement classé dans la catégorie horreur, est donc 11e de mon top. Pourquoi il est en top des films d'horreur? Parce que il est tout simplement original par rapport aux autres. C'est pas un film d'esprit, c'est pas un film de poupée maléfique, c'est pas un film de gore ou quoi que ce soit. C'est un film qui parle beaucoup. Hugh Grant qui joue l'homme de maison qui va inviter les deux sœurs à rentrer chez lui pour parler religion. C'est des mormones qui tapent aux portes, voilà, pour faire leur propagande. Le film va se jouer à la fois sur ces deux jeunes sœurs qui vont essayer de convaincre l'homme avec qui elles sont de leur religion, tout en comprenant que c'est quand même un peu chelou la situation dans laquelle elles sont. Et d'un autre côté, ce gars-là, hein, qui en fait, sous couvert de personnes voulant connaître des réponses, connaît en fait énormément de choses à la religion, tout en la décortiquant et en la critiquant. Pas seulement la religion mormone, mais les religions monothéistes. Et je le trouve très intéressant là-dessus. Alors peut-être que quand on est religieux, on aime moins le film, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Il y a donc une deuxième partie qui, sur le coup, plus fantastique et horrifique après, qui est plus ou moins intéressante aussi. Je trouve qu'il y avait des bonnes idées, mais la fin, ça s'est peut-être un peu perdu. Je suis content d'avoir vu ce film, content de voir Hugh Grant dans ce rôle-là, et content de l'histoire, de voir ça à l'écran au cinéma, poser ces questions-là sur la religion, j'ai vraiment apprécié. Et enfin, le top 10 de l'année 2024, avec des films incroyables. 10e position, Dune partie 2. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire beaucoup sur ce film, hein, en termes de budget, d'effets spéciaux et tout ça, il est incroyable. Toujours de bonne qualité. Je suis pas forcément un fan de l'histoire Dune, mais voilà, c'est un putain de chef-d'œuvre à regarder au cinéma. Quand vous dites, voilà, je veux voir un film au cinéma, vous pensez pas forcément à un petit drame où il y a pas grand-chose au niveau visuel, vous pensez à ce genre de film, et celui-là, il mérite sa place parce qu'il est juste incroyable. En numéro 9, Riverboom, qui est un documentaire, qui raconte, alors je crois, le personnage principal, celui qui parle, le narrateur, c'est celui du centre, là, du milieu, et c'est le caméraman qui raconte l'histoire, parce qu'on a, à gauche, c'est le photographe, et à droite, c'est le journaliste, qui va interviewer les gens, et donc ces trois-là vont partir en Afghanistan, faire un tour du pays pour un peu voir ce qui s'y passe, et il est super. En fait, il y a tout qui est fait pour me plaire dans ce film. Déjà, bon voilà, c'est un documentaire, donc c'est vrai. C'est un road movie, parce que voilà, ils partent à plusieurs en voiture, ils voyagent dans le pays, et il y a de l'humour, il y a de la tension avec les rencontres qu'ils font, des aventures plus ou moins rocambolesques. Voilà, c'est vraiment le road movie documentaire que de toute façon j'aime par essence, donc voilà, quand j'ai vu ce film, j'ai pu que l'aimer. En numéro 8, Civil War. Il est numéro 8 parce qu'il est parfait dans sa réalisation, son image, le son, au moment des guerres et tout, on a l'impression d'y être, on vit ce moment avec cette équipe de journalistes, on vit les tensions avec eux, on se pose des questions avec eux, donc sur tout ce côté, cet aspect-là du film, il est incroyable, il est vraiment beau, il est parfait là-dessus. Il y a un petit bémol, et pourtant il est quand même 8e hein, de mon top de l'année. Effectivement, on suit qu'une petite équipe de journalistes, donc on est que avec eux, on n'a pas ce plan de vue global de ce qui se passe. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle du film en fait pour comprendre ce qui se passe vraiment aux États-Unis. Et aussi
la scène du film qu'il y a dans la bande-annonce avec Jesse Plemons, hein, où il pose cette fameuse question quand le gars lui dit on est à des Américains, et qui lui dit oui mais quelle sorte d'Américains êtes-vous? Toute la question, l'enjeu du film, c'est cette scission des États-Unis entre une sorte d'union et de sécession d'États en fait. Enfin, c'est quelque chose de plus profond de une question de racisme. Et cette scène-là, qui je trouve une des plus importantes du film, et en fait, le personnage de Jesse Plemons est juste un gros raciste. Et en fait, quand il pose la question, on comprend dans le film que c'est est-ce que vous êtes un Américain pure souche, ou est-ce qu'en fait vous êtes un Chinois, ou un Latino-Américain qui est juste immigré venu aux États-Unis. Et je trouve ça nul, parce que vraiment, on s'en fout, on en connaît, on sait qu'il y a du racisme, on sait que ça existe, il y a des films qui en parlent, et là, sur un film comme Civil War, ils nous mettent cette putain de scène pour en fait dire qu'ils rencontrent un raciste. Ça aurait été plus intéressant qu'il y ait une tension entre justement, est-ce que vous êtes un Américain pro-sécession, un Américain pro-union, et ça aurait amené plus d'enjeux. Donc voilà, mis à part cet aparté-là, moi qui m'a vraiment déçu sur la scène, le film global, je trouve, est quand même très réussi et vraiment très impressionnant. En numéro 7, La jeune fille et les paysans. C'est un film polonais et tout à fait original. Je crois qu'il y a vraiment les acteurs qui ont joué, qui ont tourné le film, et en fait ça a été peint, et il me semble bien que c'est à la main, par-dessus les photos. Donc ça veut dire qu'on voit des acteurs en peinture dans le film. J'ai mis ce film aussi haut, pas pour son histoire, parce que même en étant objectif, je n'ai pas forcément accroché à l'histoire. Voilà, une jeune fille qui est dans sa campagne, il y a des histoires de terre, de propriétaires, tout ça, d'après d'elle qu'il faudrait marier à telle ou telle personne. Voilà, l'histoire ne m'a pas transcendé, mais déjà c'est l'image. Le film est absolument magnifique. Ces peintures-là, elles sont vraiment belles. Et 80% du film, c'est justement, j'en parlais plus tôt, la musique. J'écoute toujours en boucle, d'ailleurs, l'album de ce film. J'ai le terme « on écoute une peinture ». Ce film, c'est ça, vous écoutez une peinture. Et rien que pour ça, le cinéma, alors oui, j'apporte une place importante au scénario, généralement c'est ce que je mets en numéro 1. Enfin, en vrai, le vrai numéro 1, c'est l'émotion. Plus que le scénario, la mise en scène, etc., les effets spéciaux, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion dans un film, généralement, vous vous en rappellerez pas. Et ce film, plus que le scénario, plus que, voilà, comment c'est fait, c'est l'émotion. C'est un film qui va tout le temps rester dans ma tête parce que j'écoute toujours ses musiques. Rien que ça, ça fait qu'un film vous marque. Top 6, La zone d'intérêt. Alors, je crois qu'il a gagné déjà en début d'année des prix parce qu'il était sorti en fin d'année dernière, je crois, dans certains pays. C'est donc l'histoire d'une famille dont le père, enfin, ouais, l'homme travaille à Auschwitz. Et en fait, cette maison est littéralement collée à Auschwitz, un centre de camp de concentration. Ils ont leur petite maison, leur beau jardin, tout ça, avec des domestiques qui s'occupent d'eux, ils ont leurs enfants et tout, alors que de l'autre côté, vous voyez des cheminées qui brûlent, où il y a des corps à l'intérieur. Et ce film est complètement fou dans ce que vous voyez. C'est-à-dire que, pareil, objectivement, il ne se passe rien dans le film. Si vous oubliez qu'il y a Auschwitz derrière, le film est naze. Alors, je caricature, il est pas naze, mais c'est l'histoire d'un couple, voilà, d'une famille normale, qui parle normalement, qui ont des dialogues normaux. L'effroi qui se passe dans votre tête, c'est de comparer ça avec l'horreur qui est au quotidien. C'est de dire, mais comment c'est possible d'être comme cette famille alors que vous faites ça. Et aussi un truc, c'est la scène de fin. Il y a une scène différente entre la version cinéma et la version télé, quoi, la version plateforme. Et c'est dommage, parce que la version cinéma, c'est ce qui m'a fait le plus d'émotion dans le film. À la fin du film, quand l'homme, il est dans les bureaux, je sais plus où il parle de la solution finale, plus ou moins, et tout ça, avec les juifs, à un moment donné, on le voit marcher dans des couloirs, et d'un seul coup, il s'arrête devant un couloir sombre, je crois. Et je sais plus s'il fait un regard caméra, mais en tout cas, il regarde vers nous. Et là, dans la version cinéma, il y a une coupure qui se fait, et en fait pendant 1 minute on nous montre des vraies images de documentaires d'Auschwitz, mais d'aujourd'hui, des couloirs vides, du camp, des endroits où il y a des chaussures qui sont entassées, on nous montre vraiment le musée quoi. Quand j'ai vu ça, je me disais c'est bof, pourquoi finir le film là-dessus? Moi j'avais compris que ça se terminait comme ça, sur le plan du gars qui regarde le couloir, et je me suis dit pourquoi rajouter des images de musée à la fin du film? Je me suis dit c'est bon, on le sait. Et en fait, à la fin de ces images-là de musée, paf, ça revient sur la scène du film où il y a le mari qui regarde ce plan, et là il se met à vomir par terre. Et là je crois qu'il finit comme ça le film. Et pouah, ce moment-là m'a complètement scotché, parce que ça m'a fait un ascenseur émotionnel dans le côté, au début je me suis dit ouais bof, un peu inutile de mettre ça, de finir là-dessus, et en fait de comprendre que c'est un insert dans le film, ça a tellement impacté je trouve la fin du film, comme si le personnage avait une sorte de flash-forward, de vision de ce qu'allait être son travail, et d'où le fait qu'il vomisse après en fait, et je l'ai trouvé mais incroyable. Enfin on rentre dans le top 5, avec un film Netflix, qui est donc le meilleur de l'année, à savoir Le Cercle des Neiges, qui est une histoire vraie sur un groupe
une équipe de rugby uruguayenne qui a traversé la cordillère des Andes pour se rendre au Chili, sauf que l'avion s'est écrasé dans les montagnes, et l'équipe s'est retrouvée seule, perdue, plusieurs jours là-bas. Le film, je trouve, est vraiment très très bien fait. Déjà, l'histoire, ça faisait des années que j'en avais entendu parler, j'avais lu plusieurs articles dessus, cette histoire m'avait impressionné, parce que si, c'est connu pour le côté du cannibalisme, des survivants qui avaient mangé les corps de leurs amis, de leurs collègues et tout ça. L'histoire est très forte, et le film, d'en avoir fait un, ça m'avait attiré, et je trouve que le film est très très bien réussi. Il y a les scènes dans l'avion, le crash, je les trouve hyper réalistes, et les acteurs, je trouve qu'ils jouent très bien. Quand on voit après les vraies scènes, les vraies photos qui ont été prises et tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, ils ont fait en sorte de bien matcher le truc, donc ça c'est cool aussi. Les péripéties qui se passent, elles sont folles. Il y a des moments où on a l'impression que ça va mieux, puis après ça empire. Ce qui est fou, c'est que ce film, j'avais l'impression d'être avec eux dans cette montagne. Et ce qui est fort, c'est que je l'ai vu chez moi à la télé. Et je pense que si je l'avais vu au cinéma, ça aurait été dingue. Et c'est vraiment dommage qu'il soit pas sorti au cinéma sur le coup. N'importe quel film mérite mieux d'être au cinéma. Et en plus de ça, celui-là, parce qu'on voit des montagnes pendant tout le film, des plans immenses, du froid, on ressent leur froid. Donc au cinéma, l'expérience aurait été dingue. C'est un film Netflix, mais c'est quand même un copier-coller d'une histoire vraie. Donc on peut pas dire bravo à Netflix dans le sens où vous avez enfin fait un bon film. Voilà, il n'y a pas d'originalité là-dessus. Mais le film, ouais, je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. Vraiment, c'est incroyable, surtout de savoir que c'est une histoire vraie, quoi. C'est juste dingue. Et très beau film. En numéro 4, The Substance. Donc voilà, comme vous avez vu en tout début de partie de vidéo, c'est ce film que j'avais le mieux noté de l'année, à savoir 8,5 sur 10. Mais en termes de ressenti, de choix personnel, je le place en 4. Et donc c'est ce film que je considère comme meilleur film d'horreur de l'année. Il y avait Hérétique 11e, mais en fait ce film j'hésite parce que il est pas totalement considéré comme un film d'horreur, quoi. C'est un peu un mélange de genres, quoi. Mais il y a clairement de l'horreur dedans, hein. Surtout la fin du film, c'est du film d'horreur. Pour un film d'horreur, c'est très rare d'être dans un top 4 de l'année, hein. Pour moi, surtout connaissant mes goûts, où je clash la plupart des films d'horreur. C'est en plus un film français, et c'est, je crois, oui, ah non, c'est pas le meilleur film français de l'année. Mais déjà, donc ça veut dire qu'il y a 2 films français dans le top 4, et ça c'est beau. Alors bon, c'est pas des films entièrement français, c'est les réalisateurs qui sont français. En l'occurrence, là, une réalisatrice. L'histoire est complètement folle, hein. Une substance qui permet de rajeunir, sauf que dans la forme, c'est beaucoup plus hard. C'est pas potion magique, une gélule et tu redeviens jeune. Non, il y a tout un protocole à suivre, c'est gore. S'il y a pas le côté fou qu'il y a dans le film après, même si cette substance existait, je pense que beaucoup ne le feraient pas, surtout s'il faut le faire soi-même. Vraiment, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Moi jamais je ne me fais ça tout seul. Et c'est très très hard à regarder, les acteurs sont fous dedans, ils jouent très bien. Le retour de Demi Moore, vraiment c'est agréable. Il y a du côté un peu basique, hein, dans le côté l'actrice principale quand elle est jeune, ce qui se passe et tout ça. On sait ce qui va se passer dans le film, l'histoire, voilà, on comprend que ça va dégénérer et compagnie. C'est vraiment visuel, sensoriel, c'est juste dingue, ça vous en met plein les yeux, l'image est très belle, c'est très léché, que ça soit les côtés la plastique de l'actrice principale quand elle est jeune, mais aussi tous les côtés horrifiques et horribles, hein, simplement de ces opérations-là avec cette substance qui sont vraiment très visuelles. Il y a aussi beaucoup de musique dans le film qui sont prégnants. Donc voilà, je vous invite à le regarder parce que c'est un ovni dans le genre et c'est très réussi. Et puis voilà, c'est une Française qui l'a fait. Top 3 de l'année. En 3e position, Iron Claw. Un film, là aussi, un peu passé sous les radars, et quel dommage, parce que vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est une histoire vraie qui parle d'une famille de catcheurs. Alors, faut être un puriste pour connaître, parce que, enfin voilà, même moi qui suivais un peu le catch, j'en ai jamais entendu parler. Bon, après, c'est une époque quand même un peu plus ancienne. Iron Claw, c'est le surnom de père de famille des 4 fils qu'on voit sur l'affiche. Ça raconte tout simplement leur histoire. Ça raconte, donc, l'après-succès de leur père et de l'héritage qu'il va laisser à ses fils. Les 4 sont plus ou moins personnages principaux, mais voilà, il y a quand même Zac Efron qui tient le premier rôle. Il a eu l'image du beau gosse et tout ça, des High School Musical quand il était jeune, mais à partir du moment où il a fait Paper Boys, je crois, avec Matthew McConaughey et John Cusack, là, il a cassé son image et enfin vraiment montré que c'était un bon acteur. Je trouve, de toute façon, il a fait vraiment des bons films après. Là, Iron Claw, hein, qui est donc un film dramatique, le montre clairement. Ouais, je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment très beau, très touchant, très dur. Cette histoire, qui est une histoire vraie, je le rappelle, est quand même incroyablement dramatique. Et c'est plus qu'une histoire de catcheur, hein, donc même ceux qui n'aiment pas le catch, voilà, à part on voit quelques scènes où à un moment donné ils sont sur le ring, mais c'est pas ça le plus important, c'est vraiment l'histoire de famille qu'il y a derrière. En numéro 2, Emilia Pérez, le film français de l'année, réalisé par Jacques Audiard. Pareil, un film qui va certainement gagner des prix, et c'est mérité. Et chose plutôt remarquable à noter, c'est que c'est une comédie musicale. Moi qui ai horreur des comédies musicales, il est numéro 2. Et ça fait plaisir, parce que par rapport à plein d'autres films de comédie musicale qui sont sortis cette année, dont 2 très gros, à savoir Wicked et Joker Folie à 2,
que j'ai mis en bas de classement parce que je les ai trouvés nazes, et on a des films comme Emilia Pérez, où là, on se fout pas de votre gueule quand on fait de la comédie musicale. L'histoire, de base, elle est intéressante, il y a ça aussi qui joue, hein. Les actrices jouent très très bien, hein, vraiment, et c'est un film dramatique. L'histoire est très forte, originale, mais voilà, les scènes de musique, tout simplement, elles sont prenantes de fou, et elles sont très belles. Et c'est ça qui est bien par rapport, comme j'ai dit, aux autres films que j'ai cités, qui sont absolument insipides, hein, les musiques sont pas ouf, et ce qu'on voit à l'image n'est pas ouf. Bah là, les musiques sont incroyables, et la chorégraphie, je veux dire, les scènes de musique dans le film, c'est celles qu'on retient le plus de tout le film, hein. Elles sont incroyables. C'est très très beau à voir, tout est bien dans ce film. L'histoire, les actrices, les musiques, et les danses. Et enfin, mon film préféré de l'année 2024 n'est autre que Sans jamais nous connaître. Il est sorti très tôt dans l'année, et je lui avais mis 8 sur 10. Donc je savais qu'il allait être dans le top 10. À la fin du film, je me suis dit, de toute façon, ce film est incroyable. Il restera dans le top. Et je me suis pas planté. Par contre, je ne pensais pas qu'il allait finir numéro 1. Mais de 1, il n'y a pas eu mieux. Et de 2, de toute façon, avec le recul, c'est un film, la preuve, j'ai mis 8,5 à The Substance, et pourtant je préfère celui-là. En termes d'émotion, c'est le meilleur. L'histoire, déjà, est très belle. Cette histoire d'homme qui a perdu ses parents très jeunes, et qui vit seul chez lui, qui est vraiment même seul en général, hein, qui n'a pas un entourage très conséquent, et qui est homosexuel, c'est une chose très importante dans le film. Il parle de non-dits, beaucoup de non-dits, de choses qu'il n'a pas pu dire à ses parents, ou de choses qu'il ne peut pas dire aux autres, ou qu'il n'ose pas dire aux autres, notamment avec son voisin qu'il rencontre au début du film. Ce film est vraiment très beau, les images sont belles, c'est triste, l'acteur principal il est incroyable, et les musiques aussi dedans sont vraiment très belles. Pour finir en apothéose avec la musique de fin, Power of Love, qui est juste magnifique, encore plus dans le film, quoi, qui va très très bien. Et surtout, c'est un film que j'ai vu dans une salle pleine, et en général quand je vais voir les films, je vais les voir en journée, donc je fais en sorte qu'il n'y ait personne dans la salle, ou presque personne, donc je suis tranquille dans un coin. Je préfère, pour être encore plus à fond dans le film, c'est pour ça que je préfère voir un film seul qu'accompagné. Là, la salle était pleine, et à côté de moi sur le siège, il y avait un vieux. Ça enlève à l'immersion du film, parce que, oui, on n'est pas à 100% absorbé par le film. Il y a des scènes qui sont plus ou moins gênantes à regarder en compagnie d'autres gens. Je lui ai mis entre guillemets que 8, mais je pense que j'aurais peut-être mis 9 si j'avais vu tout seul. Donc pour toutes ces raisons, si vous n'avez pas vu ce film, il est sur Canal+. Regardez-le, parce qu'il est juste magnifique, incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette énorme vidéo sur les films de 2024. Si ça peut vous aider à voir des films, tant mieux. Et sinon, je serais curieux de savoir quels sont vos top 10 ou top 5 de l'année. Ça pourrait être intéressant de comparer.